Candidat à l'élection présidentielle. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche. Bonjour à tous et bienvenue dans le grand studio de RTL. Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Et à mes côtés pour vous interroger, Marion Mourgue du Figaro. Bonjour Marion. Bonjour. Et Adrien Gindre de TF1 LCI. Bonjour, Bonjour. Adrien. Cette émission est bien sûr en direct, vous le savez. Et donc comme chaque dimanche, vous pouvez réagir. Hashtag Le Grand Jury sur tous les réseaux sociaux. Vos questions seront relayées en fin d'émission par Marie-Pierre Haddad dans Parole aux électeurs. Alors Jean-Luc Mélenchon, j'ai lu que vous étiez féru de l'essai de Paul Lafargue sur le droit à la paresse, manifeste paru à la fin du 19e siècle. Mais il va falloir attendre quelques mois à minima avant de mettre en application l'un de ses adages, je cite, « Paressons en toutes choses, hormis en aimant et en buvant ». Car vous voilà lancé dans une troisième et dernière campagne présidentielle. Et en cas d'élection, cette jouissance loin du travail sera repoussée d'autant. C'est clair. Voilà. Mais d'ailleurs, ce sera 1 ou 2 mandats si vous êtes élu. Alors, moi, c'est tout à fait simple et clair. Je suis candidat, vous m'élisez, on convoque la constituante, il y a une nouvelle constitution, vous l'avez approuvée par référendum, elle s'applique, je m'en vais. Ah très bien. Donc si elle s'applique, c'est-à-dire vous au bout de 3 ans. Je m'en vais à la fin du mandat. À la fin du mandat tout de même. Mais d'ici là, si la constitution a changé la nature, regardez bien les délais, puisque vous posez la question. Il nous faut à peu près 2 ans, le temps de convoquer la constituante, qu'elle ait lieu et qu'elle présente. Ensuite, il y a un vote pour le référendum. Bon, vous êtes quasiment à la fin du mandat. C'est donc pas la peine de créer la pagaille. Mais on peut imaginer que je m'en aille séance tenante. Je ne suis pas, si vous voulez, comme tout le monde le sait, j'ai 70 ans, je ne suis pas en train de faire une carrière. Je suis en train de faire l'histoire, un projet. Voilà. Donc une fois qu'il est mis en route, voilà, je suis content. Alors, mais d'ici j'ai fait ma part, aux autres de se débrouiller avec le résultat. Mais d'ici là, donc, il vous faudra être élu. Et même si vous franchissez cette semaine dans notre sondage BVA pour RTL la barre symbolique des 10%, vous n'êtes pas pour l'instant en mesure de vous qualifier pour le second tour. Donc vous n'étiez pas loin en 2017. Attendez, je vous pose la question. Non, mais ce n'est pas une question, mais moi, c'est une réponse. Écoutez-moi, les sondages me mettent entre maintenant, le dernier qui reste, il est à 9, et 13. Bon, ces sondages varient entre eux, ils ont une part de vérité tous. Laquelle ? C'est que suivant le niveau de participation des gens sondés, comme ils ne retiennent que ceux qui sont absolument sûrs de voter, je suis plus ou moins haut. Donc si la masse de populaire va voter, j'ai une chance raisonnable d'arriver au deuxième tour. Voilà, c'est ça la vérité. Bon, alors, je n'ai pas dit que c'est fait, mais elle existe, cette probabilité. Et vous êtes pour l'instant devant les 4 autres candidats de gauche, peut-être bientôt 5, qui se partagent un tout petit morceau du gâteau. Alors, première question justement que je vous pose, pensez-vous qu'aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon, parce que vous êtes le mieux placé chez les candidats de gauche, ils devraient naturellement se ranger, les autres, derrière vous, derrière votre bannière? Non, il n'y a pas de candidat naturel. Il y a, tout le monde le sait, une grande discussion. Il y a un centre-gauche et il y a un pôle populaire. Voilà. J'incarne, ça se trouve comme ça, le pôle populaire. Vous êtes le seul à l'incarner dans les candidats de gauche? Non, il y a aussi des gens qui se réclament. Alors, ils sont tellement à l'extrême que je ne voudrais pas qu'on les confonde avec moi, ne serait-ce que par respect pour eux. Des fois, on me met à l'extrême gauche. Je ne suis pas, moi, à l'extrême gauche. Si vous voulez de l'extrême gauche, allez voir l'extrême gauche. Mais le pôle populaire, pour l'instant, oui, ça se trouve que c'est moi, comme héritier du Front de gauche et de la gauche du mouvement socialiste. Hein. Et de François Mitterrand aussi, ou pas? D'une certaine manière, puisque quand même le programme de François Mitterrand, qui était le programme commun, par certains aspects, est plus radical que le mien aujourd'hui. Hein. Je suis capable de m'en rendre compte. Donc bref, il y a une compétition pour savoir qui emmène le changement. Il est clair qu'il y a une position d'accompagnement et puis une position de rupture. Je suis la position de rupture. Il faut changer les règles de vie de ce monde. Le marché, c'est le chaos. L'entraide est la solution et pas la compétition entre les gens. Voilà ce qui est en jeu. Après, que voulez-vous que je vous dise? Autrefois, pardon, je vais aller très vite, quand on disait il faut l'union, c'est l'union pour avoir la retraite à 60 ans, on était tous d'accord. C'était l'union pour ce sûr. Maintenant, si on veut l'union, c'est à condition qu'il n'y ait pas la retraite à 60 ans parce que les socialistes n'en veulent pas, à condition qu'on ne révise pas les traités européens parce que les Verts ne le veulent pas, et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, l'union empêche la mobilisation. Donc la solution, ce n'est pas l'union, c'est la mobilisation populaire. On va venir sur le fond, mais écoutez, justement, on a une nouvelle candidature, quasi-candidature déclarée, c'est celle de Christiane Taubira. Elle était ce matin à Bondy, on l'écoute. Aucun signe de rassemblement ne semble possible, ne se voit, ni à l'échelle des candidats, ni à l'échelle des partis politiques. D'ores et déjà, je prends et j'accepte le risque de la démocratie. Et surtout, j'accepterai le verdict de la primaire populaire. J'invite donc les candidates et candidats de gauche
écologie comprise, à en faire autant. Marion Mourgue. Alors, est-ce que vous dites aujourd'hui que Christiane Taubira, c'est une candidate de plus, ou est-ce qu'elle apporte quelque chose dans le débat démocratique, et notamment à gauche ? De plus, ça me semble assez évident et assez paradoxal, puisqu'elle disait au départ qu'elle ne souhaitait pas elle souhaitait qu'on se rassemble, donc on se rassemblerait avec quelqu'un de plus, pourquoi pas. Elle a le droit, moi je ne critique donc le droit de personne inutile de pour proposer ses idées. Non, je ne dis pas qu'elle est inutile. Elle dit ce qu'elle a à dire, et puis les Français et les Françaises sont des grands garçons, des grandes filles, et puis ils savent choisir, ils savent entendre, ils savent... Bon. Alors elle pense, elle dit le risque de la démocratie. Non, pardon, chère Christiane, c'est le risque d'aller devant un panel de gens inscrits dont nous ne savons pas qui c'est. Mais je comprends qu'elle le fasse. Pas moi. Je suis investi, je l'ai dit le jour où j'ai présenté ma candidature. J'ai dit je suis candidat à la condition que j'ai 150 000 personnes qui me parrainent. Pourquoi ? Parce que le chiffre de 150 000 est celui qui avait été imaginé pour le parrainage citoyen par Lionel Jospin. Mais votre nom sera soumis à cette primaire populaire contre votre gré quelque part. Est-ce que on c'est peut une aussi mauvaise mettre manière Donald Duck si on veut et qui on veut. Donc, ce n'est pas mon affaire. pour vous, c'est un Je gadget ? respecte ce qu'ils font. Ils le font. Je comprends qu'il y a une aspiration à l'union, mais je dis à tous ces gens, écoutez-moi bien, ce n'est pas d'union dont nous avons besoin parce qu'elle empêcherait la mobilisation. Mais Jean-Luc Parce que Mélenchon, si je veux mobiliser, moi, à l'élection, c'est pas sur ma cravate, ma bonne mine ou le reste. En plus, il paraît que j'ai un caractère absolument effroyable qui est un problème. Mais je veux mobiliser, non pas sur Jean-Luc Mélenchon, mais je l'ai dit il y a un instant, par exemple, la retraite à 60 ans. Si vous êtes pour, votez Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon. Si vous voulez le SMIC à 1 400 euros Là, tout le net, monde va voter non, pour c'est pas 14 14 000. 000. Parce que même vous votez pour moi à 14 000. Bon, 1 400 euros net, eh ben, vous votez pour moi. Si vous n'en voulez pas, vous votez pour quelqu'un d'autre. Adrien Mais Jarre. il faut accepter la démocratie des citoyens. Pardon, je Alors veux dire justement, un mot. parlons des L'union, citoyens, pour moi, Jean-Luc elle n'est Mélenchon. pas réalisée dans ce fichier dit de Oui, la primaire primaire populaire. Elle est réalisée dans le Parlement de l'Union populaire que nous venons de mettre Chez en place. vous. Et je vous demande d'y regarder de plus près. Vous avez des gens qui viennent de tous les horizons de la gauche, sociale et associative. Et c'est présidé par Madame Aurélie Trouvé, qui était la présidente d'Attac encore récemment. C'est-à-dire, Attac a été le point... Attac a sauvé la gauche, pour parler clairement, et ça a été le point dans lequel se retrouvait tout le monde Jean-Luc Mélenchon, pendant va y venir sur les le décennies fond. de la traversée Restons, du si vous désert. voulez bien, sur vous un parlez, instant vous sur la parlez des primaire. citoyens. Votre affaire, c'est pas Christiane Taubira, c'est pas les autres candidats de gauche. Je ne méprise pas, hein, vous m'avez bien compris, On a mais bien je ne compris. veux pas entrer dans cette Mais il y a- polémique-là, elle ne me Il y a concerne également des citoyennes et des citoyens qui s'adressent à vous. Il y a 500 jeunes qui signent par exemple une tribune dans le journal Le Monde. Il y a 300 000 personnes qui ont signé pour cette primaire populaire. Il y en a même 12 d'entre eux qui ont démarré une grève de la faim pour vous appeler à l'union. Ces gens-là, ils ne sont pas dans les appareils politiques, ce n'est pas des candidats Bien à la sûr que présidentielle. si. Qu'est-ce que vous leur dites les 300 000, les 12, les 500 jeunes, Non, ils comptent bien pas sûr que non, bien sûr. Ce que je leur dis, c'est d'entendre mon raisonnement. Je leur redis que moins de 95 jours avant une élection présidentielle, le temps est passé de faire des congrès. Il faut avoir à proposer au pays si on veut raisonnablement gagner et ne pas croire que la France serait une sorte de cour de récréation où on est entre copains. La France, elle tâtonne, elle ne sait pas de quel côté se tourner, du côté de quelle solution. Sur certains sujets, elle est très à droite. Sur d'autres, elle est très à gauche. Elle n'est pas à droite, la France, aujourd'hui. Non, elle n'est ni à droite ni à gauche, elle se cherche. Et vous avez des gens de droite qui préfèrent voter pour moi parce que je suis pour la sortie de l'OTAN et l'indépendance Lesquels, du par pays. Et vous avez des gens de gauche qui préfèrent voter pour M. Macron parce qu'ils trouvent ça plus sympathique et plus mouvant. Donc, les gens tâtonnent. Quelle était la question de départ, puisque votre La intervention question de me l'a savoir, fait c'est qu'il n'y a perdre. pas que des politiques qui vous Voilà, j'ai interpellent. Il y a des compris. Alors, citoyens. Je leur soumets un raisonnement en leur disant, c'est trop tard, parce qu'il faudrait non seulement que vous désigniez quelqu'un, puis qu'on s'accorde sur un programme. Dites-moi pourquoi les socialistes, qui sont très convaincus par leur programme, bon, je prends cet exemple parce que comme ça, c'est matériel. Madame Hidalgo a dit, il faut sanctuariser la retraite à 62 ans. Et pour cause, c'est eux les socialistes qui ont amené à 43 années de cotisation pour avoir la retraite à taux plein, et 62 ans, c'est le chiffre de Sarkozy, auquel il s'était opposé à l'époque. Donc, pour quelle raison céderait-il là-dessus? Il dira, ben non, Jean-Luc, on ne peut pas être d'accord avec toi, puisque nous, on a dit 62, pourquoi on dirait maintenant 60? Et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qu'on ferait? On ferait un programme au minimum qui ne fait pas de bruit, qui fâche personne à l'intérieur de la coalition. Eh bien, allez après convaincre les gens qu'il faut se mobiliser pour nous. En disant, ah tiens, la bonne nouvelle, c'est que je reviens avec mon petit collier de perles, avec écrit dessus tous les logos des partis. Les gens n'y croient pas. Vous le savez aussi bien que moi. Marion Les gens Mourgue. n'y croient pas. Il est trop tard. Quand j'en ai fait la proposition, il y a 2 ans, j'ai proposé de faire un nouveau front populaire. J'ai proposé de faire une fédération populaire.
Le PS a répondu, non, c'est nous qui sommes sans faute. Vous ne leur tendez pas la main à nouveau aujourd'hui en leur disant Mais rejoignez-moi. Mais je vais vous dire comment. Voici l'engagement que je prends. Si j'arrive au deuxième tour, je prends l'engagement que dès le lendemain, la discussion est ouverte pour la majorité à former pour le gouvernement. Parce que si j'arrive au deuxième tour, ça ne veut pas dire pour autant que je suis élu. Donc il faut à ce moment-là rassembler. Et on aura un cadre, c'est celui qui sera arrivé devant. Le cadre, ce sera le programme L'Avenir en commun. On en discutera les aspects. J'ai donné un exemple. Sur le nucléaire, je suis en désaccord avec les communistes. La direction du Parti communiste a décidé que son choix, c'était le nucléaire. Bon, très bien, ça ne change pas. La dernière fois, c'était déjà pareil, en 2012. Nous sommes pour arrêter, parce que c'est dangereux. Eh bien, j'ai dit, je suis prêt. Si les communistes le veulent là, maintenant, nous ferons, je suis prêt à changer ce point du programme et à reprendre la position de 2012 qui est de dire il y aura un référendum sur le nucléaire. Ça sera très bon d'ailleurs, comme ça le pays pourra prendre des décisions fermes. Et évidemment que dans ce référendum, les insoumis, ils feront campagne contre, pour sortir du nucléaire. Et les communistes feront campagne pour. Mais à droite, vous avez des gens qui sont contre le nucléaire et d'autres qui sont pour. Donc ça serait un beau débat. Voilà l'exemple que je peux prendre. Si on m'en demande d'autres, je veux bien les étudier. Mais pas qu'on me dise, Monsieur Mélenchon, jetez à la poubelle votre programme. Il y a 300 000 personnes qui sont réunies et qui ont décidé que c'est elles qui décident. Ben non, il y a 260 000 personnes, 270 000, qui m'ont investi. Admettez que ça se vaut. Il n'y a pas là-dedans une légitimité simplement parce que les uns se disent citoyens. Ceux qui sont avec moi, ils sont citoyens. Je suis citoyen. Le Parlement de l'Union populaire est composé de citoyens très engagés. Alors n'abusons pas des termes. Pardon, il y a un mot quand même sur la grève de la faim. Là, je leur dis, écoutez, là, vous allez trop loin. La grève de la faim, c'est le recours ultime dans de nombreux combats dans le monde. En Turquie, ça a été le cas, rappelez-vous, au moment de l'apartheid. C'est de ça qu'est mort Bobby Sanders face à Mme Thatcher. Donc, les grèves de la faim, pour faire du buzz médiatique, parce que M. Larrouturou, si j'ai bien compté, il en est à sa 3e grève de la faim. La dernière fois, c'était pour que le budget de l'Union européenne soit à la hauteur des engagements. Les causes sont nobles, mais le moyen, il doit être respecté. Il ne doit pas être galvaudé, parce que sinon, quand des gens vont mourir, comme ce fut le cas en Turquie, par notre ami journaliste et député, eh bien alors, leur combat ne sera pas plus pris au sérieux que ce qui est en train de se faire actuellement. Donc je leur dis, pas n'importe quel moyen, s'il vous plaît, respectez les luttes qui sont menées par des gens qui sont prêts à mourir, ce qui n'est pas votre cas. Marion Mourgue. Vous avez évoqué l'engagement que vous prendriez si vous êtes au second tour, l'engagement vis-à-vis de la gauche, mais il faut arriver à passer aussi le premier tour. Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne faites pas peur à une partie de la gauche qui, justement, cherche d'autres candidatures pour exprimer leur vote ? Et qu'elle les trouve éventuellement. Mais qu'est-ce que vous leur dites Tout le monde fait peur. Moi, si vous me dites Madame Hidalgo, ça me fait peur. Parce que j'ai l'impression de retrouver François Hollande en pire. Bon, tout le monde fait peur à tout le monde, c'est le propre de la démocratie. Les candidats sont nécessairement clivants. Ceux qui ne sont pas clivants, ils sont sympathiques dans les sondages jusqu'au jour où ils se déclarent candidats, où ils cessent de l'être. Parce que c'est le propre de la démocratie. Nous ne sommes pas d'accord et donc nous allons devant des électeurs. Quand vous voyez apparaître un candidat d'extrême droite, il faut peur incroyable aux gens de notre bord. Bon, et nous, de même, quand moi j'apparais, quelqu'un d'extrême droite dit ce type veut liquider le pays. Enfin, vous connaissez tout leur discours. C'est pas un argument. Nous ne sommes pas en train d'essayer de séduire. C'est pas mon propos de séduire. Mon propos est de convaincre. Après, je suis l'homme que je suis. J'ai des défauts. Maintenant, tout le monde le sait. On en parle assez abondamment. Mais j'ai aussi quelques qualités, dont celle de l'expérience, de la connaissance des programmes, de l'amour de ma patrie manifesté à de nombreuses circonstances. Bref. Il y a des choses que je sais sans doute mieux faire. On peut les prendre aussi en compte. C'est ça qui est en cause. Mais d'abord le programme. D'abord le programme. Je vous ferai remarquer qu'on est je sais pas combien, le 9 là. Le 9. Hein, voilà. 9 janvier. Il y en a dont le programme ne sera connu encore que dans 15 jours. C'est-à-dire, c'est franchement prendre les gens par surprise. Parce que c'est long de faire comprendre une idée. Vous savez combien il y a de temps entre la première fois qu'a été lancée l'idée du programme commun et sa victoire ? C'est Waldeck-Rochet qui a lancé le programme commun en 1956. Il a fallu attendre 81. Donc les idées prennent du temps à faire leur chemin. Mais aujourd'hui, les gens ont compris qu'il y a urgence. Parce qu'il y a la catastrophe sociale, il y a le changement climatique, et puis il y a la catastrophe sanitaire. On va les prendre les unes après les autres. Mais juste d'abord une question d'Adrien. Il y a pour le coup, à un moment donné, il faut bien avoir une pensée globale. Un certain nombre de candidats dont on connaît globalement les idées, Marine Le Pen, Éric Zemmour, Valérie Pécresse, Emmanuel Macron. Vous faites tout pour vous être au second tour et l'emporter, mais si d'aventure, le second tour se joue entre ces noms-là que je viens de citer, est-ce que vous nous direz tout se vaut, ces bonnets blancs, blanc bonnet, ces différents candidats, je ne prends pas ma part? Non, c'est pas blanc bonnet et bonnet blanc, ça se vaut pas, tout n'est pas identique là-dedans.
je verrai bien comment je m'y prendrai. La dernière fois, je vous rappelle comment j'ai fait. En 2017, vous n'avez pas pris position. Voilà. Vous voyez, vous entendez là. Bon, ce Oui, mais n'est ce pas qu'on vrai. avait entendu, Mais c'est pas c'est que- grave. ce qu'on Oui, avait non, entendu- mais je connais la musique. Alors, qu'est-ce que vous répondez? Est-ce que vous Non, mais cette attendez, fois-ci, il c'est faudra important. que Voilà je- quelqu'un de Alors, respectable, précise. qui est une journaliste connue et reconnue, et qui dit vous n'avez pas pris position. Donc, vous Ce avez n'est fait pas quoi? vrai. Vous avez fait Mais quoi non, alors en écoutez, 2017? je vais vous proposer La je vais gauche vous avait redire condamné ce que j'ai dit à l'époque. non-appel. J'ai dit, ce n'est pas à moi de vous dire ce que vous devrez faire, vous ne m'avez pas investi pour ça. Voici ce que je vous dis, il ne faut en aucun cas voter pour Madame Le Pen. Alors, premièrement, et deuxièmement, il y a une consultation ouverte sur le site des Insoumis pour que les signataires qui parrainaient ma candidature disent ce qu'il faut faire. Et ils avaient à choisir entre voter M. Macron ou s'abstenir. Il n'y avait pas une case voter Le Pen. Alors maintenant, réfléchissons un instant. Il y a 2 candidats au deuxième tour. Attention, il faut bien comprendre, hein, il faut suivre. Il y a 2 candidats. On vous dit, il ne faut en aucun cas voter pour celui-là. À votre avis, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Que je ne prends pas position? Si, j'ai pris position pour ne pas voter pour Madame Le Pen. Demain, je reprendrai position pour ne pas voter pour Madame Le Pen, ni pour Monsieur Zemmour. que vous avez Mais ne voté- me demandez pas de dire, allez voter pour Monsieur Macron, allez voter pour Madame Valérie Pécresse, parce que je ne le ferai pas, parce que leur programme est le contraire. Et je ne veux pas mentir, ni utiliser une autorité qui n'est pas la Donc, vous mienne. ne croyez plus Les au gens ne front- votent non, pas pour vous- moi pour que je Vous leur ne dise croyez quoi. plus au Front républicain automatique? Ça n'a jamais marché, ce truc. C'est la première fois, les gens étaient pris de court, on avait tous peur. Donc, moi, j'ai fait comme tout le monde. C'était à propos de l'élection de M. Chirac. Je vous rappelle que M. Le Pen est passé au deuxième tour avec 16% des voix, ce qui sera à peu près le cas du deuxième tour cette fois-ci. Hein. Bon, mais qu'est-ce qui a manqué? Il a manqué 2 voix par bureau de vote à Lionel Jospin pour être au deuxième tour. Donc, en ce moment, quand vous me parlez de ceux qui nous font la grande samba de l'Union, alors qu'ils savent très bien qu'elle est impossible, que cette campagne est hypocrite du début jusqu'à la fin pour les dirigeants Vous d'appareils visez qui, là? politiques. Qu'est-ce qu'ils font là tous les jours? Ils désespèrent les gens. Ça leur dit, ça sert à rien, on est divisé, donc ça sert à rien. Bref, n'allez pas voter. Moi, je vous dis le contraire. Allez voter. Et maintenant, la campagne pour l'Union est un obstacle à la mobilisation. Et la preuve, c'est qu'il y a une série d'élus qui disent, ben nous, on est de gauche. Alors, comme on veut un rassemblement de gauche, on ne parrainera personne. Ce qui fait qu'aggraver exclusivement les difficultés de ceux qui ne sont pas dans un appareil. Ceux qui disent ça servent la soupe au Parti socialiste, aux grands partis qui ont un nombre d'élus suffisant. Adrien Jean, Voilà, c'est tout. justement, sur Voilà cette ce qu'ils question font. des parrainages. Donc, cette bataille, aujourd'hui, c'est une bataille qu'ils mènent, qui pousse à la résignation. Nous, on combat toutes les semaines. Toutes les semaines, nous sommes dans les cités pour appeler les gens à voter, pour inscrire des gens Jean-Luc sur les Mélenchon. listes électorales. Alors, ça suffit de casser les jambes des autres. Valorisez vos arguments. Défendez vos candidatures positivement avec vos propositions. Mais quand vous dites ça, Confrontez-les à ça notre s'adresse à programme. Yannick Mais Jadot, arrêtez ça de montrer s'adresse à du Anne doigt Hidalgo. tous ceux qui ne sont pas Ça d'accord avec s'adresse vous. à Anne Hidalgo et Yannick Jadot, à eux Pascal tous Président. Mais oui, mais il y en a qui le font. Jadot, il essaye. Mais à chaque fois qu'il arrive quelque part, on commence par lui demander s'il n'a pas l'intention de se retirer derrière Madame Hidalgo. Tout le monde comprend que cette stratégie est un étouffoir Alors, qui empêche la campagne Adrien politique Gindre. d'avoir lieu. Où est-ce que vous en êtes, vous, sur la récolte des parrainages? On entend des candidats Nous sommes faire à part de leur... 391 ce matin. Il me manque donc la différence pour aller à 500. Et donc, je demande aux élus qu'on se comprenne bien. Parrainer, ce n'est pas soutenir. Ce n'est pas moi qui ai inventé ce droit pour les élus. Hein. Ce n'est pas eux qui l'ont demandé non plus. Mais c'est dans la Constitution. J'ai proposé, par une proposition de loi à l'Assemblée nationale, que 150 000 personnes puissent parrainer une candidature. Ils ont tous voté contre. D'accord? Alors, mais très bien, maintenant. Et nous avons entendu Mme Hidalgo dire ce matin, dans une interview qu'elle donnait, hein, ceux qui n'ont pas les 500 signatures ne méritent pas d'être candidats. Vous avez compris, les gens qui m'écoutaient? Ça veut dire qu'ils veulent faire leur popote entre eux. Quand un élu me parraine, il n'est pas d'accord avec moi. Il dit que j'ai le droit d'être présent au nom de la démocratie. Voilà ce qu'il dit. Et les méthodes de Mme Hidalgo, ou les méthodes même de Mme Le Pen, qui dit « je suis parrainé par le maire de Béziers, son soutien me fait plaisir ». Moi, ceux qui me parrainent, ils me Mais vous soutiennent pas sentez une forcément. réticence à vous parrainer? Il y a des élus qui rechignent à adresser leur parrainage pour le candidat de la France Mais Insoumise. pas aux candidats spécialement de la France Insoumise. Quand c'est un socialiste, il dit moi je suis socialiste, parraine le socialiste, etc. Mais imaginez-vous tous les élus des petites communes ou des communes moyennes. Ils ont déjà assez de mal à faire vivre des équipes. Des fois, ils ont eu du mal à constituer une équipe municipale. Ils n'ont pas envie que ce soit le bazar. Donc, des fois, ils se disent si jamais je dis que je parraine tel ou tel, ça va faire des Vous histoires. pensez qu'ils reçoivent des pressions? Enfin, ça tombe sous le sens.
Voyons voir, vous êtes le petit élu et vous avez la pression de l'étage du dessus. Vous êtes dans votre petite commune, vous avez besoin de certains budgets. Vous n'allez pas vous fâcher avec le président du conseil général qui vous les donne et qui est socialiste ou qui est de droite. Mais- Bien sûr qu'il y a une pression, mais elle n'a pas besoin de s'exprimer. Elle existe. Donc c'est difficile. J'avais proposé une solution. Qu'est-ce que vous attendez ? Que quelqu'un soit empêché d'être candidat pour réagir. Et alors là, tout le C'est monde ce que dit Éric sortira. Zemmour. C'est ce Oui, que quand dit Éric Éric Zemmour sur ce point-là aussi. Il dit on ne peut plus avoir ces 500 sésames qui nous empêchent Eh éventuellement bien, d'être c'était candidat. bien le moment de se réveiller, monsieur. Il fallait se réveiller avant. Quand on a déposé la proposition de loi à l'Assemblée nationale, quand on a dit sur tous les tons que cette histoire-là était une histoire de fou, parce que les élus n'ont jamais réclamé ce privilège. Ce n'est pas un privilège, maintenant, c'est un embarras pour eux. Donc moi, je les appelle à me parrainer, pour rien d'autre, pas pour me soutenir. Et s'ils le veulent, je leur ferai une déclaration, puisque M. Valls et M. Hollande, qui étaient deux petits malins, ont inventé l'idée de rendre les parrainages publics à mesure qu'ils arrivent. Vous êtes comme ça, c'est bien sûr d'arriver à contrôler la situation. Vous m'avez posé le problème des pressions. Évidemment que ces deux-là Donc, il faut n'étaient revenir sur capables la que de ça. transparence. Pour vous, il faut revenir sur la transparence. Non, Ça- je suis ça pour qu'on multiplie les revienne. pressions. Je veux bien tout ce qu'on veut pour les 500. OK, on maintient. Très bien. Il y a le droit pour 500 élus de parrainer quelqu'un. Mais à côté de ça, 150 000 citoyens doivent pouvoir parrainer un candidat, me semble-t-il. Je vois pas. Est-ce que- Et le chiffre de 150 000 a été calculé par référence au pays où c'est déjà comme ça. Hein. Donc ils ont un pourcentage de la population inscrite sur Marion. les listes Sur la question de électorales. la campagne présidentielle, Jean Castex réunit les candidats, notamment mardi. Est-ce que vous irez, pour savoir si on peut faire campagne normalement en période de Covid, pour parler justement de toutes ces questions, y compris des parrainages, est-ce que vous irez, est-ce que vous envoyez quelqu'un ou c'est inutile ? Écoutez, on n'a pas fini la discussion entre nous. Au groupe parlementaire, Mathilde Panot va nous faire trancher tout ça. Idem au groupe parlementaire européen. C'est Manu Bompard qui va organiser ça. Et puis la coordination du parti avec Adrien Quatennens, du mouvement. Bon, voilà. Mais quel est notre problème ? Nous, on est toujours prêts à aller quelque part. Mais Bon. le côté Pour vous, c'est un extrêmement gadget, pervers, quoi. non mais vous allez voir, c'est qu'ils vous font venir dans une réunion. Chacun donne son avis et vous ressortez en ayant donné votre avis. Et après, vous lisez le journal et vous apprenez que vous étiez à la réunion, on est tombé d'accord sur. Ce qui veut dire que quand ils décident des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord, ben vous êtes pris dedans. Donc on leur a dit, vous nous faites ça une fois, on ne revient plus. Ils nous l'ont fait une fois, on n'est plus revenu à la réunion sur le suivi de la Covid. Et j'en ai assez qui décident un coup dans le Conseil de défense, un autre coup dans les responsables de parti. Il y a une commission parlementaire qui devrait être constituée pour faire le suivi de la bataille Jean-Luc sanitaire. Et ben là, Mélenchon, c'est pareil. on va venir sur le Covid. Juste une question politique, puisqu'il y a une autre déclaration ce matin de Guillaume Pelletier, Adrien Gindre. Oui, sans attendre le second tour, pour le coup, l'ancien vice-président des Républicains dit qu'il soutiendra Éric Zemmour. À ses yeux, Valérie Pécresse, la candidate de son parti, et Emmanuel Macron, c'est la même chose. Est-ce que c'est un constat que vous partagez, que vous inspire ce ralliement ? Oui, bon, ils sont un peu tous pareils, hein. Mais pas tout à fait. Donc c'est pas juste de dire c'est la même chose. Des fois, c'est dans la nuance que se joue la survie d'une idée ou même d'un modèle démocratique. Mais bon, il dit ce qu'il veut. Ça ne m'étonne pas parce que Zemmour est quand même le maître à penser de la droite sur les sujets qu'il a pris en charge et que tous les autres ont fait une surenchère sur le sujet. Ceux qui ont suivi la primaire de LR, c'était consternant. Un type intelligent comme Barnier en train d'être contre l'aide médicale d'État, tout le monde sait que ça n'a aucun sens et que c'est le meilleur moyen de répandre les épidémies que de supprimer ça, pour prendre que cet exemple. Bon, ils ont fait de la surenchère. Donc, un certain nombre de gens de la droite classique vont vers cette extrême droite qui, paraît-il, qui trouve plus civilisée chez Zemmour. Mais heureusement, la droite en France, c'est pas ça. La droite en France, c'est pas un ramassis de fascistes prêts à tout moment à courir derrière le dernier énergumène qui raconte n'importe quoi. C'est le cas de Valérie Donc, il y a Pécresse, une- par exemple. bah, Pour vous, est-ce que c'est le cas moi, je crois que c'est de la comédie, mais bon, je ne vais pas non plus nuire à sa campagne. Elle en rajoute, quoi, hein, sur des propositions à caractère, à tempérament zémourien. Il n'y a pas longtemps, elle a parlé du Karcher. Bon, alors je ne sais pas ce qu'elle cherche, elle se faire surnommer Marguerite Thatcher, là, Karcher, enfin bon, c'est ridicule. Le Karcher est un mauvais souvenir. Moi, j'avais proposé de le passer sur l'hypocrisie de ceux qui font des propositions, qui savent très bien qu'ils n'appliqueront jamais, puisqu'ils veulent respecter les traités européens. Donc je propose qu'on évite ce genre de propos, mais ça peut arriver dans une campagne électorale, c'est pas grave. Ce qui est grave, c'est de voir une partie de la droite rallier sans problème un type qui explique que Pétain, traître à la patrie, est un modèle.
qu'il se propose de rallier quelqu'un qui dit que pas du tout, les Juifs en France ont été protégés par le régime de la collaboration, pour ne parler que de ces horreurs-là qui ont à voir avec l'histoire de France. Parce que M. Zemmour est drapé dans les plis de l'histoire de France. Mais l'histoire de France, c'est pas la sienne. Lui, ce qu'il raconte, c'est l'histoire de la pire réaction et de la collaboration. Moi, je suis l'histoire de France dans l'autre sens, hein. Le peuple, la révolution de 89, la Commune de Paris. Et pourtant, il y en a des électeurs qui hésitent entre lui et vous. Vous l'avez dit vous-même, il y a une classe moyenne qui hésite. Elle se lève zémourienne, des jeunes jadotistes et se couche mélenchonistes. Eh bien, j'ai voulu illustrer, prenez toujours les choses dans leur contexte, j'ai voulu illustrer le fait que le pays cherchait. Les gens sont perdus. Mais c'est normal. Dans les grands moments de l'histoire, le pays... Pourquoi il y a des grands moments comme aujourd'hui? Tout simplement parce que les superstructures politiques ont explosé. Et elles ont explosé pourquoi? Parce qu'elles ont menti et trahi. Et ça a commencé un jour, en 2005. Le peuple vote non, et toutes les élites réunies en congrès à Versailles, sauf une poignée de résistants dont j'étais, ont dit mais les gens ont voté non, donc c'est non, non c'est non. Et ils ont décidé que c'était oui. À partir de là, un doute immense s'est introduit dans l'esprit public. Tout ça est une farce. Quoi qu'on décide, quoi qu'on veuille, c'est le contraire qui se fait. Voilà pourquoi il y a une crise pareille. Et quand il y a une crise, les gens sont à la recherche de cohérence. J'en propose une, je ne suis pas sûr d'y arriver, d'un coup. Ça fait 3 fois que j'essaye. Eh bien, petit à petit, elle fait son chemin. Et elle finira par avoir le dernier mot, selon moi, parce que vous n'aurez pas le choix. Quand vous aurez les conséquences les plus graves de la crise climatique, vous serez obligé de faire de la planification écologique et de vous mettre tous d'accord. Et quand vous aurez la crise sociale qui va exploser parce que ce pays est dans un état d'inégalité qui n'est pas conforme à la tradition et à l'histoire de France, vous serez obligé de vous serrer les coudes. Par conséquent, je dis aux gens, voilà, je vous propose une vision globale, pas 400 mesures que j'ai inventées avec 3 communicants et 2 experts pour faire plaisir à la majorité. On va venir à la deuxième partie. Une question d'Adrien Gindre. Vous aimez le parler franc, vous aimez le parler cash. Comme le reste ne sert à rien, oui, en effet, je préfère. Le président de la République a dit qu'il avait envie d'emmerder les non-vaccinés. Est-ce que vous, ça vous déplaît cette manière de parler? Est-ce que vous ne pourriez pas dire, vous, j'ai envie d'emmerder les ultra-riches, par exemple? Non, parce que j'ai été rendu prudent par l'expérience. Et les fois où il m'est arrivé d'avoir des formules ambiguës, on m'a mis directement du côté noir. Parce qu'on a dit qu'il a fait du Mélenchon. Pardon? On a dit le président de la République a fait du Mélenchon, après tout. Vous vous rappelez m'avoir entendu dire que j'avais l'intention de vous emmerder? Pardon. Qu'est-ce que vous vous rappelez de moi qui serait une citation? Alors oui, j'ai dit la République, c'est moi. Et je le maintiens. C'est moi, c'est vous, c'est chacun de ceux qui défendent les libertés face à des abus de pouvoir. J'ai dit ma personne est sacrée, oui c'est vrai, je suis parlementaire et c'est comme ça depuis 494 avant notre ère. Mais à part des choses de cette nature ou des formules, par exemple, que j'avais empruntées à Shakespeare, persuadé que vous saviez tous qui est Shakespeare, vous autres les commentateurs, le bruit et la fureur. Et il y a même un de vos collègues qui n'a rien trouvé de plus intelligent à dire sur un plateau que ce type est fou, il veut être le bruit et le fureur. Bon, c'est dire le niveau de culture moyen qui m'entoure. Mais bon, je m'y suis adapté. Non, surtout ce que je reproche à M. Macron, c'est pas ça. C'est que tout d'un coup, c'est du clivage populiste de droite. Il fabrique du eux et nous. Et il s'est approprié les vaccinés. Alors si vous êtes vacciné, vous êtes macroniste. Mais non, pas du tout. Si vous êtes vacciné, c'est parce que vous avez des raisons personnelles de l'être. Des fois, vous le faites contraint et forcé, d'autres fois par adhésion. Donc ce qu'il a essayé de faire, c'est de transformer en latéralisation politique ceux qui sont pour le vaccin et contre. Pour vous, il met l'huile sur le feu, c'est-à-dire qu'il hystérise le débat pour vous, le président de la République? Par calcul, bien sûr. Alors là, à mon avis, non, il ne faut pas lui faire cet honneur. Tout simplement, il ne s'est pas contrôlé. Donc il a lâché prise. Mais je le redis, M. Macron n'est pas le président des vaccinés. Il n'est pas le chef du parti de la raison et de la science. Il est juste le chef de la République En Marche. Des vaccinés, il y en a de droite, de gauche, de rien du tout. On y revient. Et les anti-vaccinés, non, mais attendez, terminons, parce qu'il veut emmerder 40% de gens pas vaccinés, qui ne le sont pas par volonté, mais parce qu'ils n'ont pas pu vacciner. On va reprendre notre souffle et on se retrouve dans quelques minutes pour ce grand jury de Jean-Luc Mélenchon. À tout de suite. Sublimez l'instant. Nouveau Lexus NX hybride ou hybride rechargeable. Vendez votre voiture.fr
Combien vaut votre voiture? Entrez simplement les informations de votre voiture sur vendezvotrevoiture.fr et recevez le prix de vente en ligne. Vraiment facile, rapide et sûr, je recommande sans hésiter. Pour la reprise, prenez un rendez-vous sûr et sans contact. Allez maintenant sur www.vendezvotrevoiture.fr. Une croisière qu'Atlante, c'est faire une pause loin de tout. Prendre le temps de se retrouver. Savourer l'instant. Réservez votre croisière sur catlante.com ou au 01 55 20 90 90. Et si on vous disait qu'une gélule pouvait vous aider à favoriser votre perte de poids, réduire votre appétit, favoriser la combustion de vos graisses? Et si on vous disait que cette gélule possède au total 12 actions et que nous l'avons créée pour vous? Pour découvrir ces 12 actions, rendez-vous en pharmacie ou sur anaca3.com. Et découvrez la gamme Anaca 3 Plus sur anaca3.com. Deliveroo présente les plats que vous aimez, frais et gourmands, grillés à point, pour remplir votre frigo, à partager et à ne surtout pas partager. Deliveroo, c'est tous les plats de vos restos livrés chez vous. Froid devant, vos produits Picard livrés chez vous, maintenant sur Deliveroo. Don't worry. Be Duster. Nouveau Dacia Duster, le SUV à l'aise sur toutes les routes. Nouveau Dacia Duster, à partir de 6 € par jour, soit 180 € par mois. Don't worry, be Duster. Pendant les jours essentiels du 13 au 17 janvier, découvrez Nouveau Duster, série limitée extrême, maintenant disponible à la commande. QuickBooks est aux côtés de millions d'entrepreneurs pour simplifier leur gestion. Avec QuickBooks, je facture en 2 clics. Je suis alerté des retards de paiement et je relance mes clients facilement. Pour mes frais, plus de saisie. Une photo suffit. Ma trésorerie, je la suis en temps réel avec mon expert comptable. Gagnez du temps et concentrez-vous sur votre activité avec QuickBooks. QuickBooks, votre allié comptabilité. Découvrez nos offres sur quickbooks.fr. Cet hiver, pour vos vacances à la montagne, Travelski s'occupe de tout. Tout ce qui ressource, tout ce qui détend, tout ce qui rassemble. Réservé en quelques clics, hébergement, forfait, matériel de ski. Travelski, tout ce qui compte. Je souhaitais connaître la valeur de ma voiture. La réponse, vendezvotrevoiture.fr. Je suis allé sur leur site et j'ai très rapidement reçu une offre ferme. Le prix était meilleur que prévu. Du coup, j'ai déposé ma voiture dans une de leurs agences et je l'ai vendue. Recevez votre offre maintenant sur vendezvotrevoiture.fr. L'hiver, c'est terrible pour les pare-brises. Avec les changements de température, entre le froid et le chauffage, quand le pare-brise est déjà fragilisé par un impact, un nid de poule sans faire attention, craque. Alors, en cas de fissure, venez chez Carglass. Chez nous, votre pare-brise, on le remplace. Et pour rouler avec votre nouveau pare-brise bien dégivré, Carglass vous offre un dégivreur électrique sans fil. Et oui, gagnez du temps avec cette innovation Karcher. Alors, prenez rendez-vous directement sur carglass.fr. Et tapez bien .fr pour être sûr d'arriver chez nous. Carglass répare, Carglass remplace. Chaque jour, nous faisons des gestes qui nous protègent et protègent les autres. Contre le Covid-19, la grippe et les virus de l'hiver, gardons le réflexe des gestes barrières.
suite du grand jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, le candidat à l'élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche. Avec à mes côtés Marion Mourgue du Figaro et Adrien Gindre de TF1 LCI. Jean-Luc Mélenchon, on va revenir sur le Covid, mais tout d'abord, un thème s'est imposé dans la campagne, celui des successions. La fiscalité de la succession. Une question d'Adrien Gindre sur ce thème. Le président de la République n'y a pas touché pendant ce quinquennat-là, mais il dit que pour la suite, il est prêt à aider ceux qui ont les successions les plus modestes. Globalement, il n'a pas prévu d'alourdir la fiscalité sur les successions. Qu'est-ce que vous feriez, vous ? Alors, d'abord, commençons par dire qu'il y a un phénomène social qui a été repéré par des chercheurs, par des sociologues, qui est que l'héritage reprend une part considérable dans la différenciation sociale. C'est-à-dire qu'il y a eu une période pendant laquelle ce qui comptait surtout, c'est les études que vous aviez faites, la réussite sociale qui en résultait, etc. Et l'héritage, moins. C'est-à-dire vous regrettez qu'on puisse transmettre à ses enfants ? Non, pas du tout. Est-ce que vous allez chercher une idée pareille ? Allons, on fait préciser. Laissez-moi d'abord raconter le fait, avant de passer aux anecdotes rigolotes. Donc, le fait, c'est ça. Et nous avons une société qui est de plus en plus inégalitaire à cause de ça, parce que si vous n'avez pas d'héritage, par exemple, il y a des villes dans lesquelles vous ne pouvez pas habiter parce que le prix du mètre carré est trop élevé, et ainsi de suite. Bon, commençons par ça. Moi, je suis partisan d'une société qui vise à l'égalité sociale. Et je suis partisan d'une société de l'entraide. Bon, alors, conclusion. L'héritage aujourd'hui, quel est-il ? En dessous de 120 000 euros d'héritage personnel, vous, madame, vous, monsieur Gindre, spécialement vous ne payez rien. Jusqu'à la catégorie suivante, ça représente la moitié des Français qui ne payent rien, quelle que soit leur situation d'héritage. Moi, ce que je propose, ce n'est pas de toucher à ça. Je propose de toucher au 0,01% des gens qui touchent plus de 12 millions. Au-delà de 12 millions, je prends tout. Je répète, au-delà de 12 millions, écoutez-moi bien les gens, si vous n'avez pas 12 millions d'héritage de prévu, vous ne risquez rien avec moi. Pourquoi je vous dis ça ? Donc au-delà de 12 millions d'héritages, parce que les très gros héritages se cachent derrière les petits. Et on dit, les petits transmettent la maison. Moi-même, je suppose que j'aurai des héritiers et des héritières, même s'ils sont opposés à l'héritage dans ma famille, donc ça ne va pas arranger les affaires. Mais voilà, c'est comme ça. Donc, ce que je propose de faire, c'est de prendre là, tout, au-delà de 12 millions, c'est-à-dire 100 fois l'héritage moyen, l'héritage à partir duquel on ne paye rien. Aujourd'hui, 50% des Français ne payent rien en matière d'héritage, parce que 30% d'entre eux n'en font aucun. Mais ça concernerait combien de personnes alors et pour quel montant ? Qu'est-ce qu'on récupère ? Qu'est-ce que l'État récupère grâce à cette mesure ? Ce que vous dites, c'est minime, c'est 0,01% de la population. Donc qu'est-ce que ça vous apporte dans ces cas-là ? Ça, c'est une bonne question. Non, mais voilà, parce que un bon point. Non, mais c'est pas que vous avez un bon point, c'est que enfin, c'est la réponse qu'on attend, mais c'est surtout la réponse. Je vais vous répondre, mais d'abord, je prépare mon effet. Quand vous faites un héritage de cette nature de plus de 12 millions, c'est un héritage individuel. Moi, je propose un héritage de la société. Cet argent qui sera pris, il représente l'équivalent de ce que coûtera une autre mesure de mon programme, qui est que chaque étudiant reçoit une allocation d'autonomie égale à 1 063 €, plus tous les élèves, garçons et filles, qui sont dans la voie professionnelle. Je répète, tous les élèves de la voie professionnelle et tous les étudiants inscrits en fac, 1 003 €. Mais ça rapportera combien pour répondre à la question de rien ? Les milliards qui y correspondent. Je n'ai pas le chiffre à l'esprit à cet instant, mais vous entendez la comparaison. Parce que, vous savez, monsieur Portouche, vous dites 1 milliard, ni vous ni moi, on n'a jamais vu un. Donc, on ne se rend pas compte. Hein. Tandis que quand vous dites, voilà une situation, vous donnez que le mal de naître, comme il a été dit dans la nuit du 4 août par un noble, en plus. Vous donnez que le mal de naître. Et puis, vous trouvez dans votre berceau plus de 12 millions d'euros sans avoir rien fait. Bon, très bien, c'est l'héritage. Il y a cette situation-là. Et chacun fait sa vie grâce à l'héritage. Ou bien vous avez, la société a fait des efforts, elle vous a instruit, elle a fait des routes, elle a fait des ponts, elle a fait des hôpitaux, elle a fait tout ça. Et comme elle vous a permis de vous enrichir autant que vous vous êtes enrichi, alors elle vous reprend à la sortie une partie. Excusez, il leur reste quand même 12 millions pour vivre. Hein. Elle vous reprend une partie pour favoriser la promotion au mérite de la masse
de la nouvelle génération qui arrive. Voilà. Bon, donc vous attaquez aux ultra-riches. Vous dites c'est les ultra-riches qui sont dans oui, le il faut misère. bien commencer par Vous allez les quelqu'un. emmerder un petit Je ne vais peu. pas mettre tous les autres à dos. Hein. Bon, la classe moyenne... Enfin, François Hollande avait fait les 75%. Non, mais Vous- la classe moyenne supérieure aujourd'hui, elle ne sait pas qu'elle paye plus d'impôts sur les revenus que les très très riches. Pourquoi ? Parce que les très très riches, il y a toute une série de dispositifs qui leur sont possibles. Donner plus de 100 000 euros tous les 6 ans, comme propose Madame Pécresse, mettre la maison, on fait une donation, mais on réserve l'usufruit, on se le réserve à soi. Les très riches, ils ont les moyens de se payer des conseils, des avocats qui leur mettent au point des formules formidables, si bien que les très très riches ne payent que 10% sur leur succession, tandis que la classe moyenne, elle s'enquille. Alors on va 40%. vous dire, Jean-Luc Mélenchon, ils vont partir de France. Voilà, à chaque fois. Oui, on alors dit ça, vous n'y mais croyez pas. avec moi, c'est L'exil fini fiscal. cette rigolade-là. Pour la raison que je crée l'impôt universel. C'est-à-dire que où que vous soyez, même en enfer ou au paradis, je vous retrouve et je vous fais payer parce que vous êtes français, la part que vous devez à l'État français, en plus de celle. Mais je voudrais répondre d'avance à j'ai vu quelqu'un qui répondait au président Macron, qui très habilement, comme un bon maquignon qu'il est, a dit « Ah, je ne suis pas de ceux qui se proposent d'aggraver les impôts sur la succession. » Alors tout le monde se dit « Ah oui, ma petite maison, comme il est bon, monsieur Macron, mais votre petite maison, personne n'a rien contre elle. » Imaginez-vous qu'en France, pour commencer à payer 1 euro, il faut être au-delà de 120 000. La plupart des familles comptent 2 enfants. Ça veut dire que le bien à partager est supérieur à 240 000 euros. Ben, ce n'est pas tous les jours que quelqu'un laisse à ses successeurs 240 000 euros. Ou alors, il fallait acheter comme moi un appartement au bon moment dans Paris. Hein. Mais ça, ce n'est pas tout le monde qui a fait ça. Voilà. Alors, voilà la situation. Mais quelqu'un a dit « Ah, mais c'est pas normal, j'ai entendu une femme dire au président l'État m'a volé 60% de l'héritage de ma marraine. » Ah ben, peut-être bien, d'abord, ça ne s'appelle pas voler. L'État ne vole pas. L'État, il prend et il redistribue. Mais deuxièmement, très bien, mais c'est quoi votre lien avec votre marraine ? J'en sais rien, on ne l'a pas demandé à cette dame. Peut-être qu'elle s'aimait très tendrement et que ça se passait comme ça. Donc moi, je propose, comme je ne suis pas d'accord pour dire ceux qui héritent de manière indirecte ont les mêmes droits que ceux qui héritent de manière directe, puisque je ne suis pas très favorable à cette idée, je propose de créer un nouveau statut. Et voici la bombe que je vous pose sur la table. Ce serait le statut de l'adoption sociale. Si cette dame voulait hériter en ligne directe, alors elle aurait dû adopter socialement sa marraine. Ce qui veut dire assumer les devoirs de sa vieillesse, de son entourage, les devoirs qu'elle aurait à l'égard d'un descendant. L'adoption sociale. La filiation ne suffira pas, c'est ça que vous nous dites, la filiation directe. Expliquez-nous clairement. Pardon, je recommence. Monsieur Gindre, malheureusement, décède et il me rend son héritier. Eh bien, normalement, l'État prend 60% de la fortune de monsieur Gindre qui devrait me revenir. Et il y a des gens qui protestent. Quelqu'un pourrait dire, mais tu parles Gindre et Mélenchon, on ne peut pas se blairer. Donc c'est un jour d'égarement que Gindre a fait. Bref, vous m'avez compris. Je le présente d'une manière plaisante pour qu'on voit la distance. Nous ne nous connaissons pas, nous ne sommes pas membres de la même famille, nous avons de l'estime mutuelle. Bien. Donc vous auriez des L'État prendra en échange. 60%. Je suis d'accord pour qu'il prenne 60% si c'est l'héritage de M. Gindre pour moi. Mais si moi je venais, ou M. Gindre, mutuellement, à nous adopter socialement, je m'engage à me préoccuper de lui, à assumer les devoirs que j'aurai dans ce cadre d'adoption sociale, qu'il faudrait préciser, et lui à mon égard. Nous créerions de cette manière un partenariat civil. Le partenariat civil ne veut pas dire que nous sommes ni pacsés, ni mariés, mais que nous créons un lien entre nous de partenariat civil. Le partenariat civil est l'idée qui se découle de la société d'entraide. Et dans ce cas, alors les droits d'héritage seraient équivalents à ceux qui seraient en filiation directe. Mais donc vous insistez sur les devoirs supplémentaires qu'il y aurait à fournir pour avoir ce statut. Ce seraient des droits mutuels. Vous en prenez sous l'angle des devoirs, moi je le prends sous l'angle des droits. Si je suis en adoption sociale avec M. Gindre et M. Gindre avec moi, j'ai des droits par rapport à lui. Hein, notamment celui de prendre sa succession sans payer d'impôts comme si nous n'étions pas adoptifs. D'accord ? Le concept d'adoption sociale a existé très longtemps dans la société. Mais ça peut se faire pour bénéficier de tout type de réduction d'impôts alors, parce que dans la vie de tous les jours, aujourd'hui, il y a de la beaucoup... succession. Uniquement pour la succession. Mais non, la succession, alors évidemment, elle engage. Je n'ai pas proposé de supprimer la clause qui prévoit que 75% d'un héritage, d'un outil de production est exempté d'impôts. Ça, je ne propose pas de supprimer ça. Je ne propose pas de démembrer les grands outils de production du pays à chaque génération. Je ne propose pas ça.
Jean-Luc Mélenchon, la bombe est posée, on verra ce que ça... On va voir si ça intéresse les gens. Sociale. Permettez-moi d'en dire un mot. Vous savez, rapidement, parce ça qu'il faut serait qu'on parle passé, du oui, Covid. mais ça va aller vite. Ça serait passé dans la société moderne ce qui existait dans les sociétés traditionnelles, où l'adoption sociale se faisait, bon, il n'y avait pas de droit, mais les gens venaient. Et puis si vous voulez remonter à l'Antiquité, je vous rappelle que Brutus, ce traître, était le fils adoptif de César. Ça lui a Il pas l'a bien réussi. assassiné. Vous voyez Oui. qu'il n'y aura jamais aucune formule qui réglera les problèmes. Alors, Jean-Luc Mélenchon, on en vient bien sûr à la crise Covid et notamment à votre opposition au pass vaccinal. Mais juste une petite question d'abord de Marion Mourgue. On commence à évoquer la 4e dose. Certains pays la mettent en pratique. Est-ce que vous accepteriez une 4e dose? Si je ne me trompe pas, vous avez déjà eu les 3 premières. Oui, je propose qu'on fasse une petite pause, hein, qu'on se donne peut-être quelques instants pour réfléchir, parce que là où on va. Alors, tous les ans, le vaccin contre la grippe, plus le vaccin contre le variant du Covid, bon, tout ça me paraît un peu... C'est-à-dire une pause. Alors, le gouvernement d'Israël a fait une proposition que moi j'ai trouvée qui mérite qu'on y réfléchisse. Ils ont dit, en fait, Omicron pourrait, comme c'est une forme moins grave, réaliser l'immunité collective. Et c'est là-dessus que M. Véran compte pour que, bon, on tourne la page, il dit, ça sera peut-être la dernière vague. Je fais remarquer que quand j'ai parlé d'une deuxième vague qui arrivait, je me suis fait traiter de médecin cubain. Ce qui n'était pas un avis favorable qui était donné par le sénateur Malhuret. Qu'Olivier Véran s'avance un peu trop et qu'il peut y avoir il y a une des 6e, vagues les unes 7e, derrière les autres. Mais pardon de vous dire, il y a quelque chose à quoi l'esprit n'est pas prêt. Alors le gouvernement, il s'agite parce que lui, il ne fait rien en réalité. Il ne fait qu'une chose, demander que les gens se vaccinent. Tout le monde leur dit, mais ok, on a entendu, on va faire ce qu'il faut, on essaye de convaincre des gens. Mais il a tort de demander aux gens de se vacciner? Mais attends, non, mais il a raison de le faire. L'OMS dit qu'il faut demander, mais demander, pas contraindre. Lui, il contraint et il emmerde, voilà, par-dessus le marché. Il insulte les gens. On vous a dit 40% des gens qui ne sont pas vaccinés, c'est parce qu'ils n'ont pas pu accéder. Il serait peut-être temps au vaccin. Il serait peut-être temps de se rappeler qu'il y a des déserts médicaux dans ce pays. Il faudrait peut-être se rappeler qu'il y a des gens qui crèvent de solitude parce que personne ne leur parle, et ainsi de suite. Bon, donc le vaccin n'est pas en cause. Ce qui est en cause, c'est l'idée que le vaccin suffit. C'est absurde. Donc nous devons apprendre, écoutez, c'est triste à entendre, d'accord? Vous devez apprendre, vous, la jeune génération, vous allez vivre dans la pandémie permanente exactement comme vous vivez dans le sida permanent aussi longtemps qu'on n'aura pas trouvé un vaccin. Tous ensemble, mais est-ce que c'est pas le ça vaccin veut qui est la dire meilleure quoi arme pour vivre avec le virus? Mais oui, mais ok, faites-la. Mais vous dites Non, pas la meilleure arme. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme outil? Ça recommence. Mais écoutez, allez voir M. Macron pour lui faire dire ça 4 fois, 5 fois, 6 fois. Moi, je suis vacciné, je ne vais pas vous dire que je pense que c'est une bêtise. Ça abaisse le risque. Mais le vaccin ne vous empêche pas de contaminer les autres. Vous êtes tous vaccinés ici. N'empêche qu'on s'est tous mis à une distance qui fait qu'on ne peut pas Mais le gouvernement dit geste barrière. Macron, hein. Non, mais le gouvernement dit geste barrière plus vaccin. Voilà, pas uniquement vaccin. Mais non, ça suffit pas. Et puis, écoutez-moi, d'abord, il faudrait en finir avec les raisons de la zoonose. Parce que ce virus est arrivé par les animaux sauvages, aux animaux domestiques et ensuite aux êtres humains. Alors je vais peut-être vous faire peur maintenant, mais vous savez qu'il y a une grippe, il y a une pandémie de grippe aviaire en France. Vous êtes au courant qu'on a déjà tué plusieurs dizaines de milliers, centaines de milliers de volailles. Et qu'on confine Alors certaines faites volailles. tous croiser les doigts pour que le virus ne mute pas et qu'il passe pas de la volaille aux êtres Mais humains. pardon, quand vous dites il faut vivre, est-ce que ça veut dire, Premièrement- mais très, très concrètement, les masques FFP2, est-ce que vous pensez, vous Jean-Luc Mélenchon, qu'ils doivent maintenant être distribués à la population et gratuitement? Oui, alors je commence par dire, premièrement, il faut arrêter les causes de la zoonose. Si je suis élu président de la République, j'interdirai les élevages qui concentrent les animaux. Vous savez de quoi je parle, on cherche le mot pour dire hyper intensif et tout ça. Les fermes de 8000 vaches, les porcheries de 800 truies et tout ça, c'est fini, terminé. Parce que non seulement les animaux, ils sont martyrisés, d'accord, et c'est une forme idéologique, le spécisme. C'est croire que parce qu'on est des êtres humains, on a tous les droits sur les autres êtres vivants, y compris de les faire souffrir sans fin. Donc je ne suis pas d'accord avec ça. Donc on commencera par arrêter ça. Deuxièmement, aussi longtemps qu'il y a risque de pandémie, le masque pour je vous réponds, oui, le FFP2, parce qu'il réduit à moins de 1% le risque d'être contaminé après 1 heure Que d'exposition. vous brandissez, je le dis pour les auditeurs de RTL, que vous brandissez, que vous avez dans votre poche. Voilà, le FFP2. moi je ne porte que ça parce que j'ai pu à temps en acheter la quantité suffisante. Et donc, Le l'État doit gouvernement qui distribuer- ne prévoit rien, qui n'organise rien, à part emmerder les gens et les insulter, lui, il a laissé la production de masques FFP2 s'effondrer de 90% l'année Mais dernière. Jean-Luc Mélenchon, vous attendez du gouvernement qu'il distribue gratuitement des FFP2 à certaines catégories de la tout à population? fait, oui, auxquelles- ben, quand vous allez à la guerre, d'habitude on vous donne un fusil, c'est gratuit.
gratuit, vous ne payez pas en plus. Hein. Bon, donc si on est capable de faire ça dans ce genre de circonstances, on est peut-être capable de donner un pauvre FFP2 à tous les citoyens. Bon, à tous les citoyens. Tout le monde est... Et puis en tenir compte après faut de la tous les jours. conséquence du port de ce masque. Parce que si vous avez des enfants petits et vous êtes en âge d'en avoir, eh ben, allez coller ça sur la figure d'un gosse de 6 ans et vous allez voir. Alors, donc il va falloir tenir compte de ça. Sur l'école, on en vient. Mais juste, pardon, que je comprenne bien, ce FFP2, c'est pour tout le monde que vous le souhaitez? Oui, FFP2 pour tout le monde, mais on commence, écoutez, faisons les choses dans l'ordre. On commence par les profs. On leur en donne à tous. De même, alors attendez, parce qu'il faut quand même que je dise des choses. Deuxièmement, on change les horaires d'arrivée au travail pour qu'on ne soit pas tous empilés au même moment, dans les mêmes endroits. Ça, c'est ce que j'appelle la société du roulement. On découpe tous les effectifs pour que les élèves puissent passer en 2 vagues devant leurs professeurs et le reste du temps en études surveillées. Et donc, on trouve les gens pour faire les études surveillées. C'est-à-dire qu'on embauche 100 000 assistants d'éducation pour aider les professeurs et les instituteurs à faire face à la situation de crise absolue. Je vous demande d'y réfléchir. Ça fait 2 ans que ça dure et que donc nous allons avoir des milliers de gamins qui vont décrocher, pas parce qu'ils sont plus à l'école, mais tout simplement parce qu'ils... Une question sur l'école, justement, Marion Mourgue. Les parents et les enseignants s'arrachent les cheveux sur le protocole. Pardon, j'ai oublié les tests gratuits. Je sais que ça embête tout le monde, mais les tests gratuits. Et aussi souvent que c'est en lien avec l'école, Marion Mourgue. Les protocoles sont aujourd'hui décriés par les parents et les enseignants qui appellent à la grève jeudi. Est-ce qu'il faut alléger les protocoles à l'école? Est-ce qu'il faut, à l'inverse, fermer une classe dès qu'il y a un cas positif pour éviter que ça se retrouve? Alors donc on a le choix entre plus d'école ou tomber tous malades. Voilà, ça c'est la grandiose bilan de la gouvernance Macron, Véran et Blanquer. Comment éviter d'arriver à des situations avec des choix aussi absurdes? C'est peut-être la première question à se poser. Cet homme n'arrête pas de n'écouter personne. Vous parlez du président ? Oui, parce que vous voyez, pour la première fois, on avait abordé une crise dans des termes différents que les fois d'avant, nous, les Insoumis. On avait dit, cette fois-ci, on ne fera pas du frontal. La société est en crise. La crise sanitaire, c'est une crise qui peut nous réunir tous, même si nous ne sommes pas du même avis politique. Donc, ne faisons pas de la crise sanitaire une latéralisation, un choc entre gouvernants et gouvernés. Essayons de voir qu'est-ce qu'on peut mettre ensemble. Depuis le début, ils n'écoutent rien ni personne, à part le vaccin, le vaccin, le vaccin, et le vaccin, s'il vous plaît, Pfizer, hein, pas les autres. Alors le vaccin russe, il a dit qu'il était très bon, mais il n'en veut pas. Le vaccin cubain, pareil. Le vaccin chinois, pareil. Le remède, on n'en entend plus parler. Quels les soins qu'on donne? Concrètement à l'école, parce que là, c'est la question qui inquiète oui, je comprends, bien parents sûr. et enseignants. Oui, les gens ont une vie de chien et tous les matins, ils se demandent s'ils vont devoir rester à la maison pour garder le gosse ou s'il va aller à l'école. Alors, c'est clair que c'est une vie de chien, mais on ne peut pas dire on va alléger le contrôle. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on va se rendre malade plus facilement? Donc aujourd'hui, vous allégez le contrôle, tout le monde est content, et après-demain, tout le monde est malade. Sauf qu'aujourd'hui, le contrôle mais alors, est très difficile à réaliser pour les parents. Il faut d'abord se donner les moyens de ne pas tomber malade. Donc c'est toutes les mesures que j'ai évoquées tout à l'heure. Ensuite, que l'enseignant soit protégé, d'abord lui-même par rapport à des élèves qui pourraient le contaminer alors qu'eux sont asymptomatiques jusqu'à un certain âge, primo, et deuxième, qu'eux ne contaminent pas les jeunes gens qui sont là. Et ce sont des dizaines de choses simples à faire. Mettre un épurateur d'air dans toutes les salles de classe, enfin, dans un pays où il y a presque 500 sociétés qui savent le faire, c'est un procédé technique extrêmement banal. Pourquoi on n'a pas décidé ça quand on l'avait nous-mêmes proposé? Mais oublions les Insoumis. Pourquoi ne l'ont-ils pas fait à temps? C'est-à-dire au premier confinement. Les machines à calculer combien il y a de carbone dans l'air, de CO2, hein, qui veut dire on voit la surcharge. D'abord, je trouve ça un peu absurde parce que quand il y en a trop, on ouvre la fenêtre. Ok, très bien, payez les écharpes pendant que vous y êtes. Tout ça est un tissu d'absurdité. On ne pense que règlement, interdire, punir, au lieu de se dire comment on fait pour éviter le virus et comment on pourrait tous tomber d'accord. Alors aujourd'hui, madame, moi je ne vous dis pas qu'il faut alléger les contrôles. Non, je ne vous dis pas ça. Mais ces contrôles sont inopérants, absurdes. On vous a entendu. Oui, mais vous avez entendu, donc tirez-en des conclusions. Il faut qu'il y ait un petit test gratuit qui est plus facile à faire et qui soit salivaire pour les petits. Essayez d'aller fourrer dans le nez d'un gamin tous les 2 jours un écouvillon pour savoir s'il est... Alors bon, vous n'avez jamais vu un gosse là au sommet de l'éducation nationale? Vous savez pas de quoi on parle? Vous en avez peut-être dans votre famille, faites une expérience. Vous, président. Le grand jury, vous, président. Ce qui est une possibilité puisque vous êtes candidat pour ou contre, Jean-Luc Mélenchon, le passage de 35 à 32 heures de travail par semaine. Alors déjà, commençons par faire 35 heures, parce qu'on pourrait aussi dire 16 et ainsi de suite. 32 heures, c'est la revendication de la CGT, je la respecte, ça se discute. Oui, on ouvrira des discussions pour diminuer le temps de travail. Attends. Mais commençons par faire 35 heures, parce que depuis qu'on a fait les 35 heures, ils disent « Ah, mais les 35 heures, c'est toujours
la durée légale du travail. Bien sûr, mais la 36e heure, elle ne coûte que 10% de plus. Non, il faut qu'elle coûte beaucoup plus cher pour obliger à la revoir. Y compris pour les fonctionnaires territoriaux qui faisaient moins par oui, mois. mais l'horaire, c'est l'horaire pour tout le monde, hein, d'accord? Pour ou contre la titularisation de tous les contractuels de la fonction publique, ils sont 800 000. Oui, attendez, ils sont 800 000. Non, mais ça mérite un commentaire. À quoi ça sert de faire vivre les gens dans la peur et l'insécurité? Vous avez vu le résultat? Un tiers de moins de candidats aux examens pour être prof. Et vous avez des gens qui quittent maintenant la fonction publique dans l'éducation parce que c'est mal payé. Quand vous entrez, que vous êtes inscrit, vous êtes payé 1 400 €, d'accord? Et un capitaine de police, il est payé 2 400. Vous avez dit, d'accord, pour ou contre la régularisation de tous les travailleurs sans papier? Les travailleurs? Sans papier. Oui, travailleurs, oui, bien sûr. Ils ont un contrat de travail, ils payent des impôts, ils cotisent à la sécurité sociale et ils ont le droit de se faire arrêter. Est-ce que vous avez... On dit 300 000? Je ne sais pas, c'est vous qui allez me le dire, parce que je me marre. On me dit, des clandestins, il y en a plein le pays. Quand je demande combien, personne n'est d'accord. Certains disent 800 000, d'autres disent 200 000. Mais que ce soit 200 000 ou 800 000, les gens qui font des grandes phrases, demandez-vous comment vous faites pour arrêter 800 000 personnes et les reconduire à la maison. C'est quoi leur maison? Combien ça fait de trains? Combien ça fait de bateaux? Vous savez aussi bien que moi que c'est pas possible. Tout le monde le sait. Seulement tout le monde fait semblant, parce que c'est ça plus intelligent de dire « Oui, nous allons les rejeter à la mer ». Très bien. Vous ne ferez rien du tout sinon créer la pagaille dans ce pays. Pour ou contre la légalisation du cannabis? Oui, pour. Pour ou contre l'installation de 7000 éoliennes terrestres supplémentaires d'ici 2030, ce qui est prévu actuellement par le gouvernement? Alors les éoliennes terrestres, c'est pas la bonne idée. Beaucoup de gens sont contre, ça fait des histoires. On peut en mettre, il ne faut pas non plus exagérer. On peut en mettre. Mais la beauté des paysages, ça compte. Les gens, ils sont pas prêts. Vous savez, on va appeler les pylônes à haute tension. Je vous rappelle que quand même, dans le passé, on n'est même pas non plus trop ça. Mais à certains moments, on était fiers. Ça a changé. L'éolienne qu'il faut installer, c'est l'éolienne offshore, c'est-à-dire en mer. Et ça nous, Français, nous savons faire des éoliennes qu'on met à 22 km de la côte. L'école des ingénieurs de Nantes a le prototype. Vous êtes allé. Nous savons. Eh ben oui. Mais donc, si on peut le faire, posons-nous la question. J'ai déjà répondu qu'il était possible de remplacer les réacteurs nucléaires qu'il faut impérativement arrêter par des éoliennes qui sont en mer. On arrivera, alors pas que, mais avec l'ensemble des moyens qui permettent de faire des énergies alternatives, on peut très bien remplacer ces réacteurs. Parole aux électeurs. Le grand jury, parole aux électeurs. Bonjour Marie-Pierre Haddad. Bonjour à tous, bonjour Jean-Luc Mélenchon. Alors vous avez Bonjour, madame. évoqué en début d'émission le rôle des institutions et on a reçu une question d'un auditeur, Alexandre, qui vous interroge sur la 6e République. Écoutez-le. Jury, Alexandre, 46 ans de Metz. Bonjour Monsieur Mélenchon. J'ai une question concernant vos projets. Je ne comprends pas l'utilité de voter pour le dernier président de la 5e République qui déférerait cette République, qui en créerait une 6e et qui démissionnerait dans la foulée. Merci pour vos éclaircissements. Alors, merci pour la question. Bon, je comprends sa logique, mais entendez la mienne. Si vous voulez qu'on passe à la 6e République, il faut bien qu'on en finisse avec la 5e, d'une manière démocratique, par une constituante et un référendum. Bon, par conséquent, il faut bien que vous élisiez quelqu'un pour faire ça. Je suis le seul à le proposer. Donc vous avez pas le choix, il faut voter pour moi si vous voulez passer à une autre constitution qui refonde le peuple français, élargit ses droits démocratiques, avec notamment le droit de révocation des élus et le droit au référendum d'initiative. Attendez, avant qu'on passe à la 6e République, il y a 2 années pendant lesquelles je serai un président de plein exercice. Et quel genre de président, je le précise, plutôt proche de l'esprit dans lequel le général l'avait pratiqué, c'est-à-dire le président de la République a en charge le temps long, donc ça veut dire la défense, les affaires étrangères et la validité du programme. Et le Premier ministre, article 20 de la Constitution, conduit et dirige la politique de la nation. Donc je ne serai pas l'hyper-président, tout le temps présent, qui vient sur chaque fois qu'il y a un problème dans votre rue ou sur votre toit. D'un électeur. Oui, d'une électrice, cette fois-ci. Corinne veut savoir ce que vous comptez faire pour les parents célibataires. Et là aussi, elle a une question pour vous. Bonjour, Monsieur Mélenchon. Que pensez-vous faire pour les parents solos qui galèrent entre le loyer, la scolarité des enfants, la trouille de perdre son emploi et dont la pension alimentaire est sous-évaluée et en plus imposable? Bon, alors il faut regarder ça au cas par cas, mais déjà commençons par une règle qui pourrait être simple. De quoi partirions-nous? Des droits de l'enfant. C'est le plus simple. Si vous reconnaissez à un enfant un certain nombre de droits, c'est-à-dire à être alimenté correctement, à être hébergé correctement, etc., et que ces droits sont inaliénables, alors vous mettez en regard les moyens qu'il faut pour y parvenir. Je ne peux pas répondre autrement que par une formule aussi générale que celle-ci, à l'exception d'une question
qui est celle des pensions alimentaires, qui, vous le savez, maintenant sont prises en charge, et il faut que ce soit comme ça, et que ce soit l'État qui poursuive le mauvais payeur, et pas la personne. Alors, voilà les deux points que je mets sur la table à ce moment. Oui, dernière question, pardon, sur le programme, mais très rapidement. Cédric s'étonne que votre programme, l'Avenir en commun, soit payant. Il coûte 3 €. Pourquoi le rendre payant et ne pas le donner de façon accessible à tous gratuitement? Oui, il suffit d'aller sur la plateforme pour l'avoir. Il est payant. 3 €. Oui, d'accord, mais il est payant pourquoi? Parce qu'il est volumineux, parce qu'il est présenté. Il coûte 3 €. Alors oui, c'est vrai, c'est beaucoup 3 €, mais vous pourriez arriver à les réunir en vous mettant à plusieurs et peut-être en faisant des photocopies, mais n'exagérons pas. Moi, je n'ai pas une banque, je n'ai pas un trésor, je ne suis pas un héritier. Et la campagne, elle a besoin d'argent pour tourner. Vous avez savez, quel budget j'ai pas de campagne? La dernière fois, alors il y aura un résumé, vous inquiétez pas, qui va être distribué le moment venu, gratuitement. Il y aura les quelques mesures, mais non, je ne peux pas éditer sur le compte de la campagne. À combien d'abord faudrait-il le faire? Ce sera forcément du gâchis. Bon, donc là, il y a une restriction. Oui, elle existe, mais on peut en acheter par paquet. Il y a des copains qui se cotisent pour les offrir autour d'eux. Là, vous allez, vous pourriez faire un cadeau, tiens, dans votre famille. Vous qui avez des sous, vous offrez le programme aux autres. Mais avant le prochain Noël, puisque l'élection, c'est quand même dans Mais oui, dans mais moins à de 100 Noël, il jours. s'en est vendu beaucoup. C'est comme ça qu'on est passé en tête des ventes. Et si on fait une adoption sociale, on pourra même hériter du programme, donc. Si on Avec- fait une adoption sociale, on pourra hériter du programme, c'est toujours 3 € de prix. Mais merci, monsieur Jean. Bon, vous et moi, on va se voir après pour cette histoire d'adoption. Nouvelle idylle. Merci Jean-Luc Mélenchon, merci à tous de nous avoir suivis. Très belle semaine, à la semaine prochaine.